On le sait. C'est ce groupe qui a bénéficié de cette mesure, et croyez-moi, hein, le gain se chiffre en milliards de dirhams. Hein. Encore une fois, je répète, à un moment où les finances du public se portent mal. Vous voyez? Ok, d'accord. Aujourd'hui, pourquoi prolonger ça? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, il faut bien qu'on comprenne mon message. Je ne suis pas systématiquement, nécessairement contre ces mesures. Mais je me dis, la moindre des choses, si on demande aux élus du pays, au Parlement, de prolonger des mesures, des exonérations, des exemptions de ce genre, ben au moins qu'on leur démontre d'abord l'utilité, qu'on fasse un bilan de ces mesures, qu'on leur démontre que ce sont des mesures utiles et qu'elles profitent réellement, qu'elles bénéficient réellement à l'intérêt général. Si ça s'avère exact, pourquoi pas? Si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'on les prolonge? Donc vous voyez bien que, en fait, et toute la loi de finances est bourrée, si vous voulez, de ce type de privilèges fiscaux qui sont, je répète, exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire si on veut réellement conduire une vraie réforme fiscale. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? À la limite, pour cette loi de finances, je ne demande pas la lune, mais je demande au moins qu'on m'indique que je suis sur le bon chemin, que je suis sur la bonne voie. Or là, on montre qu'on est plutôt sur la mauvaise voie. Et ça c'est inquiétant. Professeur, dites-nous une chose. Il n'y a quand même absolument rien de bien dans cette loi de finances? Non, je ne dirais pas cela. Parce que dans la presse, dans les médias, on entend beaucoup de critiques. Beaucoup de journalistes critiquent tout le temps cette loi de finances. Il n'y a absolument rien de bien, de quelque chose, d'une réforme qui a été bien instituée. Vous savez, moi, je ne suis pas un nihiliste. Hein. Quand il y a des mesures qui vont dans le bon sens, d'ailleurs, d'où qu'elles viennent, de droite ou de gauche, d'où qu'elles viennent, elles sont à saluer. Alors, ce gouvernement, quand il avait annoncé qu'il voulait lutter contre l'économie de rente, j'étais le premier à applaudir. Par exemple, vous voulez que je vous prenne un exemple dans cette loi de finances? Lorsque, par exemple, le gouvernement propose, c'est une contribution de solidarité, sous forme d'une surtaxe de 0,5 à de 2 à 6 points sur les très hauts revenus. A priori, moi je dis c'est très bien. D'ailleurs pour moi, je l'ai dit et écrit, j'ai dit que ça veut dire d'abord déjà que ce gouvernement a pris conscience de la faute, parce que c'est plus qu'une erreur, c'est une faute commise par le précédent gouvernement, qui avait baissé les taux sur les hauts revenus, eh bien, baisser les taux, donc pour ne profiter qu'aux détenteurs des hauts revenus, déjà, et, je répète encore, à un moment où le pays a le plus grand besoin de ressources. Donc, c'était une erreur. Le fait que ce gouvernement pense à imposer une surtaxe sur ces très hauts revenus, pour moi déjà, c'est une reconnaissance implicite de l'erreur commise par les autres. Très bien. Maintenant, est-ce que la solution, quand on veut manifester cette volonté de faire contribuer les riches, les détenteurs de hauts revenus, aux finances publiques, par un acte de solidarité, la meilleure solution, ce n'est pas une surtaxe, c'est tout simplement de repenser, de reformuler le barème d'imposition. Parce que c'est le barème d'imposition de l'impôt sur le revenu qui compte. Ne valait-il pas mieux, tout simplement, revoir le barème, et effectivement, en augmentant les taux d'imposition sur les très hauts revenus, et faire en sorte que cette réforme, qui est plus juste, s'intègre dans le système. Et là, ça serait de bon augure pour la réforme fiscale à venir. Là, vous voyez bien, on aurait annoncé l'orientation, oui, qu'on veut prendre dans le cadre d'une réforme fiscale, mais dans le cadre simplement d'une loi de finances. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que il y a, si vous voulez, une sorte de juste mesure à faire entre le temps de la loi de finances et le temps de la réforme fiscale. Là, le mauvais signe qu'on donne, même si la mesure va dans le bon sens, le mauvais signe qu'on donne, c'est qu'on dit tout de suite, on dit « Ah, mais c'est juste pour 3 ans ». Mais enfin, pourquoi? Si on est convaincu que la mesure est bonne, va dans le bon sens,
pourquoi ne serait-elle pas durable? Et la meilleure façon de la rendre durable, c'est en fait de l'intégrer dans le barème d'imposition, donc de l'intégrer dans le système fiscal. Vous voyez donc, pour répondre à votre question, face à une mesure comme ça, contrairement effectivement à d'autres, hein, qui, entre parenthèses, quand il s'agit simplement de discourir autour des cafés, vous disent qu'ils ont la fibre sociale, etc. Mais quand il s'agit de leur domaine, concrètement de mettre la main à la poche, commence à crier dans tous les sens. Vous avez vu toute la critique que cette mesure-là, d'ailleurs, avait essuyée lorsqu'elle avait été énoncée. Moi, au contraire, je dis, c'est très bien. J'appuie le sens d'une telle mesure. Je dis que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Mais je dis dommage. C'est un demi-pas. Parce que la vraie solution aurait été de l'intégrer dans le système. Monsieur Najib Arsbi, dernier mot concernant la loi de finances 2013. Oula, moi je voudrais, dernier mot, ça veut dire l'avenir. Vous savez, moi ce qui me paraît extrêmement inquiétant, et croyez-moi, vous savez, on dit que quelqu'un qui veut lire l'avenir, il peut lire dans le budget de l'État l'essentiel de ce qui va venir dans les années qui viennent. Or, moi, il y a un chiffre, un ratio qui m'inquiète beaucoup dans cette loi de finances. Quand vous prenez le budget général de l'État, pour rester simplement à ce niveau-là, vous voyez la structure des recettes et la structure des dépenses. Vous constatez que les ressources fiscales, qui sont dans un pays comme le Maroc, qui n'est pas un pays pétrolier, qui n'a pas de ressources particulières, qui n'a pas de richesses particulières, dans un pays comme le Maroc, ce sont les ressources fiscales qui doivent couvrir au moins 80-85% des dépenses du budget général de l'État. Ce n'est pas autre chose. Or, faites le calcul, les ressources fiscales, donc dans cette loi de finances, représentent 60%. Ne couvrent que 60% des dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste un trou béant de 40% qu'il faut bien financer, qu'il faut bien couvrir par quelque chose. Alors évidemment, on peut aller bricoler, chercher quelques ressources auprès de l'OCP, auprès de quelques établissements publics par-ci, par-là. On peut améliorer de 10 points au maximum. Il restera toujours 30% qu'on ne peut combler qu'avec l'endettement, malheureusement. L'endettement, je vous dis, quelqu'un qui lit le budget cette année peut annoncer en tout sérieux, il ne s'agit pas d'annoncer de faire l'oiseau de mauvais augure. C'est malheureusement la réalité toute crue qui se lit dans ces comptes. Pourquoi je dis bien? Parce que même si demain on fait la meilleure des réformes fiscales possibles et imaginables, eh bien ça ne commencera à produire ses effets que dans 2, 3, 4 ans. Donc ça veut dire que pour les 2 à 4, 5 années qui viennent, malheureusement, nous sommes enserrés dans cette impasse qui, je vous dis, a pour nom un trou de 30-35% à combler par l'endettement. Mais ça veut dire concrètement qu'on est appelé, on a le pied dans cette trappe de l'endettement, malheureusement, dont on connaît malheureusement les conséquences. Et l'histoire du Maroc est pleine de mauvais souvenirs, de souvenirs douloureux sur cette relation, pas seulement entre l'endettement et la santé économique d'un pays, mais tout simplement l'indépendance du pays. Monsieur professeur Najib Arsbi, le club statistique économie de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, promotion 2013, vous remercie sincèrement d'avoir répondu positivement à notre intervention, à notre invitation, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage.